Bon, ben bonjour tout le monde. Dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer là, la solution d'un petit exercice supplémentaire là, que j'ai composé pour vous. C'est pas un exercice qui est tiré directement du livre de physique XXI, mais c'est un exercice que j'ai composé moi-même là, qui se rapproche beaucoup là, de ce que vous allez retrouver dans les exercices de la section 1.2 qui parle de la loi de Coulomb. Donc, l'exercice il est disponible là, sur mon site web. Là. Vous pourrez le télécharger si vous voulez. Donc, vous voyez, il est relié à la section 1.2. Donc, c'est une situation dans laquelle on a un plan XY et on a quatre particules chargées, les particules A, B, C et D, et sont situées là, sur un plan cartésien. On vous donne la charge électrique de chacune de nos quatre particules. Et avec le schéma, on voit exactement où elles sont situées. Je vous ai même donné les coordonnées là, x, y de chacune de nos quatre particules. Et la question qu'on se pose, c'est quelle est la force électrique résultante qui agit sur la particule B? Et c'est spécifié d'écrire la réponse finale à l'aide des vecteurs unitaires I et J. Donc, c'est ça. On peut voir déjà qu'on connaît la charge électrique de chacune de nos quatre particules, sont données en microcoulombs, mais dans le système international, là, il faut les transformer en coulombs. Donc des microcoulombs, ce sont des fois 10 à la moins 6 coulombs. Donc j'ai déjà écrit les charges là, comme ça. Puis aussi les distances dans la question sont données en centimètres, mais quand on va faire les calculs là, avec l'équation de la loi de Coulomb, on va devoir utiliser toutes les distances en mètres, en système international. Donc, j'ai juste écrit ici là, la distance que, par exemple, la particule A et la particule B, c'est 40 cm, mais 40 cm, c'est 0,4 mètres. Et même chose pour la distance ici, là, entre C et B, ça va être 0,6 mètres. Donc, avec ça, c'est les chiffres qu'on va utiliser pour les calculs. Et on est tout en système international, donc on va vraiment trouver des forces, là, puis des composantes de force qui sont en Newton, comme il se doit. Donc, c'est ça, on se demande la force résultante qui va agir sur la particule B. Comme la particule B est située proche de trois autres particules chargées, ça veut donc dire que la particule B, là, on va devoir calculer séparément les trois forces indépendantes qu'elle va ressentir. Donc, elle va ressentir, il va y avoir une force entre A et B, une force entre B et C et une troisième force entre B et D. On peut calculer séparément chacune de ces trois forces-là. Et quand on aura fait ça, là, on pourra appliquer ce qu'on appelle le principe de superposition pour juste additionner vectoriellement ces trois forces-là et trouver la question qu'on se pose, la force résultante qui agit sur notre particule B. Donc, on peut commencer par la première paire de particules, là, disons particules A et B. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, on connaît la loi de Coulomb. La loi de Coulomb, c'est une des équations, c'est probablement l'équation importante de la section 1.2, qui dit que si vous avez deux particules chargées, que vous connaissez les charges Q1 et Q2, et que vous connaissez la distance R qu'il y a entre les deux particules, le module de la force électrique qu'il y a entre ces deux particules-là va se calculer en utilisant l'équation qu'on a ici. Donc, on peut d'abord commencer par calculer ça, parce que si on calcule la force électrique qui agit entre A et B, c'est la constante K, qui est 9 fois 10 à la 9. Les charges QA et QB, on les connaît. C'est donné directement dans la question. On les écrit là en système international en coulomb, donc avec des fois 10 à la moins 6. Et on divise ça par la distance qu'il y a entre la particule A et B au carré. Donc, la distance en mètres, c'est 0,4 mètres, toujours au système international. Donc, en calculant ça, on trouve un module de force de 0,225 newtons. Comme je disais dans la vidéo là, du cours théorique, l'équation ici de la loi de Coulomb, ça vous donne uniquement le module du vecteur force électrique. Ça vous dit pas dans quelle direction ça pointe. C'est pas parce qu'on trouve un chiffre positif que ça signifie que c'est quelque chose qui pointe vers la droite. Ça nous donne juste le module de la force. Donc, une fois que vous avez le module de la force, là, c'est à vous de regarder votre schéma et de voir dans quel sens votre force va pointer. Donc ici, la particule A et la particule B, ce sont deux particules de charge opposées, hein, une positive et une négative. On sait que deux particules de charge opposées, ça va s'attirer l'une l'autre, ça va faire une force attractive. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la force qui est ressentie par la particule B. Donc, dans ce cas-ci, on comprend que la particule B va ressentir une force vers la gauche. Okay? Puisque c'est une force vers la gauche qui a ce module-là, si on l'écrit là en composante vectorielle, la composante I et J, on pourrait dire que le vecteur force A sur B, c'est un vecteur là, qui pointe dans la direction moins I, donc vers la gauche, dont le module vaut 0,225. Donc on pourrait écrire ça comme ça, moins 0,225 I Newton. Donc c'est la façon de dire que c'est un vecteur qui pointe vers la gauche. Okay.
On peut faire exactement le même processus là, pour la paire de particules B et C. Donc on va dire que le module de la force qui agit entre C et B, c'est ça ici. Donc K fois QC fois QB divisé par la distance qu'il y a entre C et B au carré. C'est tous des chiffres qu'on connaît. On fait le calcul. On trouve que c'est une force qui a un module de 0.3 Newton. Encore une fois, c'est juste le module de la force. On regarde notre schéma. C est positif, B est négatif, donc force attractive. Les deux vont s'attirer là comme ça l'une l'autre. La particule B, elle va ressentir donc une force vers le haut, qu'on pourrait dessiner comme ça. Et si on l'écrit en composante I et J, ben, ça va être positif en plus J, donc ça va être là, un vecteur qui est égal à 0.3 J Newton. Donc, vecteur qui pointe vers le haut. Ces deux premiers vecteurs-là étaient relativement simples à calculer parce que, bon, ça donnait que d'après la géométrie de la situation, c'était juste des forces qui avaient soit uniquement une composante horizontale ou une composante verticale. Ce qui est un peu plus difficile, c'est faire ce qui nous reste, de faire le recalculer c'est quoi la force que la particule D va exercer sur la particule B. Okay? Ici, ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est que, premièrement, la distance là, entre D et B, c'est pas quelque chose qui est uniquement horizontal ou vertical, c'est une ligne comme ça qui correspond d'une certaine façon à l'hypoténuse d'une espèce de triangle qu'on pourrait imaginer comme ça. Et cette distance-là, ben, on la connaît pas directement en regardant le schéma. Il faut d'abord commencer par la calculer. On va en avoir besoin de cette distance-là là, pour évaluer le module de la force. Et ça, fait qu'on peut imaginer dans notre tête une espèce de triangle rectangle là, entre les particules D, C et B. Et on constate que la distance qu'on a besoin, qu'on pourrait appeler RDB ou RBD, c'est l'hypoténuse d'un triangle dont la base est 40 cm, dont la hauteur est 60 cm. Donc on pourrait d'abord commencer par calculer ça, la distance entre D et B, et ça nous donne 0.7211. Ça continue, là, mais à 4 chiffres significatifs, ça donne ça. Là, on a la distance. Fait que déjà, si on a la distance R pour chacune des deux charges, on pourrait tout de suite, si on veut, calculer le module de la force électrique qui va s'exercer entre les particules D et B. Ça donne 0.1385 newton. Pour vrai, encore une fois, ça continue, mais à 4 chiffres significatifs, ça nous donne ça. Ça, c'est juste le module de la force électrique. Okay? Ça ne nous donne pas dans quelle direction IJ ça pointe, c'est juste le module. Là, c'est à nous de regarder le schéma et de dire, OK, la particule D est négative. La particule B aussi, elle est négative. Donc, deux particules négatives, ça va se repousser. À mettre, là. Ça va se repousser comme ça. Donc, ça va faire une force sur la particule B qui va pointer en diagonale, là, en bas à droite, suivant cette direction-là. Donc, on voit que c'est pas une force qui est uniquement horizontale ou verticale, donc c'est une force qui a deux composantes. Il va y avoir une composante en X, une composante en Y, donc une composante I, une composante en J. Et pour trouver ces composantes-là, on va devoir là, connaître un angle. Donc, on va devoir venir chercher, par exemple, la valeur de cet angle θ-là. C'est quoi cet angle θ-là? Ben, si on regarde notre schéma comme il faut, là, si on imagine dans notre tête un triangle rectangle ici, là, entre les particules D, C et B, on voit que cet angle θ-là, ce serait exactement le même angle θ qu'on aurait ici. Fait que si on voit le triangle dans notre tête, là, on va voir que la tangente de cet angle-là, ce serait égal à 60 cm sur 40 cm. Donc l'angle θ, on peut le calculer, ça va être l'arc tangente de 0.6 m sur 0.4 m. Ça va nous donner l'angle θ ici, qui est le même angle θ que celui-ci. Et si on effectue le calcul, ça donne un angle de 56,31 degrés. On le voyait un peu par le schéma que ça allait être un angle un petit peu plus grand là, que 45 degrés. Donc on connaît notre angle ici. Et à ce moment-ci, on connaît le module de ce vecteur-là, c'est 0.1385 newton, on connaît l'angle, et on peut donc écrire les composantes x et y. La composante en x, ça va être le module de la force multiplié par le cosinus de l'angle θ, alors que la composante en y, elle va être négative, puisqu'elle va pointer vers le bas, et ce sera le module de la force multiplié par le sinus de notre angle θ, donc c'est ce que je vous ai écrit ici. Et quand on fait les calculs, ça va donner ça, donc un vecteur qui a une composante en x qui est positive, et un vecteur qui a une composante en y qui est négative, donc ça correspond bien à ce qu'on voit ici. Ça, c'est le module, ben, c'est le vecteur force que la particule D exerce sur la particule B. Donc, arrivé à ce moment-ci, on a presque fini notre problème parce qu'on a calculé séparément chacune de nos trois forces. On a calculé le vecteur FA sur B, le vecteur FB sur C et le vecteur FD sur B. Donc, on connaît là les trois vecteurs que chacune des particules exerce sur la particule B. Et la seule chose qui nous reste à faire pour avoir la force totale, la force résultante qui agit sur la particule B, c'est d'appliquer ce qu'on appelle le principe de superposition.
On peut dire que la force totale qui agit sur la particule B, c'est la somme des trois forces individuelles qui agissent sur la particule B. On a calculé chacune de ces trois forces-là dans les écrans précédents. Donc, je les ai seulement réécrits ici. Et quand on fait l'addition vectorielle, il faut se rappeler, on peut juste additionner ensemble toutes les composantes I. Donc, moins 0.225 plus ça ici, ça donne moins 0.148. Et en J de 0.3 plus moins 0.1152, là, à trois chiffres significatifs, ça donne 0.185 newton. Donc, on comprend que le vecteur force totale qui agit sur la particule B, il y a une composante en X qui est négative, une composante en Y qui est positive. Donc, ça pointerait là dans cette direction-là, dans le deuxième cadran, là, donc à gauche par le haut. Okay. Et c'est ça la réponse qu'on cherchait. On nous demandait d'écrire le vecteur là, le vecteur force totale qui agit sur la particule B. Ce sont ces composantes-là. J'aurais dû ajouter en fait les unités. Là, ce sont des newtons. Okay. Donc, voilà, c'était ça la solution là, de ce petit exercice supplémentaire-là. Donc, ça vous fait un exemple résolu là, de problème là, qui pourrait vous servir de solution modèle, là, si vous voulez, pour résoudre là, les autres problèmes de la section 1.2. Donc, voilà, en espérant que ça vous a été utile. Bonne journée, à la prochaine!